À l'écoute de la référence sportive, Radio Sport FM la 91.9 à l'heure de son émission Carrefour des sports. Dans ce nouveau numéro, nous allumons nos projecteurs sur Rachid Anani. Qui est Rachid Anani? Je commence par dire que c'est un Togolais évoluant à l'étranger, mais il évolue à quel poste? Ce n'est pas un joueur, mais c'est un entraîneur de football. Il est aussi formateur, on aura le temps de mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il fait en Allemagne? Qu'est-ce qu'il a comme projet pour le secteur de l'entraîneurat en football au Togo, en Afrique et dans le monde? On en parle avec justement Rachid Anani en studio. Théo Ajavon assure la mise en onde de cette émission. La vidéo, c'est bien l'affaire de Eloma Devon. Je suis Latifi Romain. Notre invité, Rachid Anani, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va. Et le séjour au Togo? Ça va. Ça va. D'accord. Oui, Rachid Anani, d'accord. Mais on voudrait mieux vous connaître. Qui est Rachid Anani? Voilà, Rachid Anani, c'est un jeune Togolais qui vit en Allemagne, précisément à Cologne. Voilà, à Cologne, d'accord. Vous êtes Togolais, d'accord. Vous faites quoi là-bas, précisément? Je suis à Cologne. Tous ceux qui connaissent Cologne, je suis à Fortuna Köln. C'est un club traditionnel allemand. Et je suis là en tant que directeur sportif pour le secteur de base. D'accord. Alors, vous êtes en Allemagne. On voudrait savoir comment êtes-vous arrivé en Allemagne? Voilà, je vais essayer de récapituler l'histoire. C'est vrai que quand j'étais au pays, j'ai essayé de jouer au football. Et à travers le défunt, mon grand frère, M. John Agoulou Anani, que le public sportif connaît aujourd'hui très bien. Son âme. Merci beaucoup. C'est lui qui m'a amené en Allemagne, et à l'invitation du club de Cologne, de FC Cologne. Et c'est là pour tenter l'aventure dans le monde professionnel. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé en Allemagne. Et arrivé en Allemagne en tant que joueur, comment ça s'est passé? Voilà, les débuts ont été très difficiles. Je crois qu'il fallait s'acclimater, parce que l'Allemagne, c'est un autre pays, une autre tradition, et l'acclimatation a été très difficile. Et à la fin, j'ai remarqué que voilà, le monde, pour être professionnel, il fallait beaucoup plus de qualité que le physique et puis la technique. Et voilà. Vous vous êtes senti limité? Voilà. Surtout dans le domaine de l'intelligence du jeu. Voilà. Donc c'est là que j'ai remarqué que j'avais des limites. Et il y a aussi des blessures qui sont arrivées, qui m'ont éloigné de 2 ans de terrain. Mais la cause principale, c'était Vous avez vite compris que vous n'avez pas trop d'avenir en voulant devenir coûte que coûte footballeur professionnel. Voilà, il fallait rapidement remarquer que voilà, ça n'avance pas. Et il fallait s'orienter autrement. Et la boussole vous a amené où finalement? En fait, j'ai été très impressionné du niveau des jeunes en Europe. J'ai été très impressionné. Et rapidement, j'ai commencé à me faire des idées de la vie que les jeunes ici au pays, de la vie que nous avons eue quand nous étions petits. Et je crois que c'est ça qui m'a amené à me lancer dans le domaine de l'entraîneur, parce que je me suis dit non, il fallait apprendre pour voir ce qu'il faut faire dans l'avenir. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, justement, vous êtes entraîneur, vous êtes directeur sportif, avant bien sûr d'évoquer votre casquette de directeur sportif. Parlez-nous justement, faites-nous la genèse de votre justement carrière d'entraîneur, Anani Rachid. Il faut dire que j'ai commencé officiellement en 2012 en tant que stagiaire dans un centre de formation. 2012, voilà. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Voilà. En tant que stagiaire dans un centre de formation où j'ai joué quand je suis arrivé en Allemagne.
Et c'est là que j'ai eu à parcourir toutes les catégories. Et en tant que stagiaire, j'ai commencé avec les U7, U8, U9 jusqu'au U19. Et vers la fin, en tant que directeur sportif de ce centre de formation. Voilà. Et donc, vous avez commencé à prendre étage par étage. Et comment ça s'est passé, justement, votre formation d'entraîneur? Est-ce que ça s'est bien passé ou vous avez eu des difficultés comme ça a été le cas lorsque vous avez voulu jouer en tant que joueur professionnel? Par rapport à la carrière professionnelle que j'ai essayé, le métier d'entraîneur a été pour moi facile parce que j'avais un bon sens une façon de communiquer qui était agréable et qui me permettait de contrôler non seulement le groupe que j'avais, mais aussi le groupe des parents. Parce qu'en Europe, si tu es en Allemagne, quand tu as un groupe des enfants, tu ne contrôles pas seulement les enfants, tu contrôles les parents qui sont permanemment à l'entraînement et au match. Donc, il faut un leadership. Et il faut aussi savoir comment transmettre et calmer tout cet entourage-là. Et avec l'éducation que nous avons reçue ici en Afrique, ça m'a permis maintenant de me lancer facilement dans ce domaine. Et il fallait seulement apprendre les autres choses concernant la méthodologie d'entraînement, des techniques, de l'intelligence de jeu et qu'on apprend quand on fait la formation officielle pour les licences. D'accord. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'être avec les jeunes, c'est bien cela. Voilà. Et donc, votre domaine, c'est beaucoup plus les jeunes. Voilà, à un moment donné, je me suis décidé, j'ai choisi, je me suis dit donc il faut mettre l'accent sur la fondation. Et même, vous êtes sans savoir que même en Allemagne, on ignore aussi la fondation. Et moi, je me suis dit qu'il y a une autre façon, il faut mettre l'accent sur la fondation. Il faut voir comment est-ce qu'il faut apporter ce soutien à ces enfants qui aiment le football. Et comment faire en sorte qu'ils apprennent sans savoir qu'ils apprennent à jouer. Parce qu'ils sont motivés, ils aiment ce sport, ils aiment défendre les buts, ils aiment marquer les buts. Et nous, on utilise ce sport-là maintenant pour transmettre des compétences qui les permettent maintenant d'évoluer sans savoir qu'ils évoluent. Et pour moi, c'est la base. S'ils choisissent après, quand ils ont 17 ans, 18 ans, s'ils veulent choisir une carrière professionnelle, pour moi, c'est la base. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer seulement sur les jeunes. Les jeunes. Ouais. Et aujourd'hui, on parle d'entraîneur, on parle de formateur. Vous êtes spécialisé dans quoi? Disons, je suis spécialisé dans la formation. Dans la formation. Disons formateur. Ouais. Vous êtes formateur des entraîneurs. Voilà, donc actuellement dans mon club, je suis à Fortuna Köln. Non seulement j'ai la responsabilité, j'ai un concept de formation que je transmets aux entraîneurs. Et ces entraîneurs, je suis chargé de les recruter et je suis chargé de les former pour qu'ils appliquent mon concept de formation. Donc, à côté de la formation des jeunes, je suis aussi formateur des formateurs. Voilà, et apparemment, votre formation s'est vite passée parce qu'on ne le dirait pas avec votre jeunesse. Aujourd'hui, vous avez fini une carrière et aujourd'hui, vous n'êtes pas qu'entraîneur. Vous êtes formateur des entraîneurs. En Europe, là-bas, aujourd'hui, vous occupez quelle position? La position que j'occupe actuellement, j'ai le titre de directeur sportif à la base. Et au début de saison, tu as un budget que tu dois répartir tout au long de la saison. Tu es chargé du recrutement des entraîneurs. Je suis chargé de la communication entre le groupe que j'ai et les parents de tous les enfants qui sont dans mon secteur. Et je suis aussi chargé aussi de suivre l'évolution des enfants qui sont dans mon secteur. C'est-à-dire que non seulement j'ai le rôle
de directeur sportif, j'ai aussi un rôle social et une communication adéquate pour enlever la pression négative sur l'évolution des enfants que les parents apportent sur leurs enfants sans le savoir. Et comment cette pression négative-là, comment on peut la définir? Comment on peut sentir qu'il y a une pression négative sur un enfant? Quand directement on sent quand on a un premier entretien avec les parents. Souvent, vous savez, le football, il y a beaucoup d'argent qui joue un rôle dans le football. Et nous, en Europe, nous sommes tout à côté de ces clubs-là qui recrutent les enfants dès le bas âge. La semaine passée, j'ai reçu une lettre d'invitation d'un enfant qui a actuellement 6 ans et qui est invité par le Bayern de Leverkusen. Et tout ça, les parents ont un rêve directement sur leurs enfants quand ils commencent par jouer au football. Ce que nous essayons de l'éclaircir, comment nous disons chez nous, les parents qui ont raté une carrière professionnelle essaient de renouveler leur carrière professionnelle à travers leurs enfants. Donc, mon rôle, c'est de détecter cette pression-là et de chercher maintenant une communication avec ses parents, de leur présenter un plan de la façon dont tu peux soutenir leurs enfants sans leur mettre la pression pour que l'enfant évolue, apprenne sans savoir qu'il apprend. Donc, directement, quand tu vois un enfant qui est très motivé et un enfant quand il fait des erreurs, il n'est pas concentré, il regarde toujours à chaque action, il regarde dehors pour voir si papa ou maman a vu l'action qu'il a faite. Et ce sont des signes qu'il faut remarquer. Et avec ça, je dis souvent aux entraîneurs, ne pas dire à l'enfant de stopper de regarder derrière. Il faut laisser l'enfant tranquille. Il faut autrement chercher la communication avec les parents, sans que l'enfant ne sache quelque chose. Voilà. Si les parents commencent à s'éloigner un peu de l'entraînement, du terrain, l'enfant, quand il regarde, il voit que son papa ou sa maman n'est pas là. Après 2-3 semaines, il ne va plus regarder dehors parce qu'il sait que bon, je n'ai pas besoin de regarder parce que papa et maman n'est pas là. Et là, ça va lui permettre maintenant de se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Donc, ce sont des petites choses que à côté de mon métier de formateur, et c'est une autre chose que je suis en train de faire, que je dois faire pour enlever cette pression sur ces enfants. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr Radio Sport FM dans Carrefour des Sports. Nous évoquons justement la carrière, sinon ce que fait Rachid Anani en Allemagne en tant qu'entraîneur, bien sûr, mais formateur également, directeur sportif dans un club qui a l'allure d'un centre. Hein. C'est bien cela? Oui. C'est un centre de formation. C'est un centre de formation. Oui. Aujourd'hui, votre centre de formation est à quel référencement, quelle taille au niveau de l'Allemagne? Il faut souligner que même en Allemagne, on a des problèmes financiers, on a des problèmes de financement. Et actuellement, notre club, Fortuna Köln, pour tous ceux qui s'y connaissent en Allemagne, c'est un club traditionnel qui a joué en première division. Et il y avait Hans Sapai, l'ex-international ghanéen. Il a ses premiers pas dans le football professionnalisme, il a fait avec Fortuna Köln. Et donc, c'est un club qui a eu dans les années passées des difficultés et qui est relégué actuellement en 4e division. Mais c'est un club qui a une structure d'un club professionnel. Et l'ambition du club, c'est de revenir en 3e division. Par exemple, les joueurs qui jouent pour la première équipe, et ces joueurs ont les conditions d'une équipe professionnelle. Et donc, nous avons... Dans les jeunes, nous avons des équipes de moins de 5 ans jusqu'à moins de 11 ans, des équipes de jeunes jusqu'à moins de 19 ans. Et nous avons aussi un U23 qui joue à une ligue inférieure dans la 5e division actuellement. Donc c'est un club qui joue un rôle très important dans la formation des jeunes footballeurs, surtout dans le secteur de Cologne, on dit chez nous NRV.
Voilà. NRV. Dans la région, dans la région NRV, où nous avons des clubs comme le Bayern de Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Duisburg, RCFC Köln. Voilà, nous sommes tous dans un secteur. Dans une région. Dans une région. Voilà, que vous appelez RV. NRV. Et NRV. Yeah. Voilà. Voilà, je ne suis pas très, très bon en allemand. Ça fait sourire quelqu'un. Hein. Mais je suis mieux que lui quand même en allemand. Hein. D'accord. Alors, vous avez parlé de formation avec les parents. On ne peut pas parler d'enfants sans parler de parents. Exactement. Quel rôle joue le parent dans la formation d'un enfant qui veut jouer au football, là? Monsieur Rachid Anani. Je crois que, comme en Afrique, chaque enfant veut rendre ses parents fiers de lui. Et c'est la même chose chez nous. Et je crois que les parents jouent un rôle très important dans la formation et dans l'évolution de ces enfants. Et moi-même, j'ai fait l'expérience en 2019. J'ai écarté les parents pour 6 mois. J'avais une équipe des enfants qui sont en 2009. J'ai écarté les parents pour 6 mois parce qu'il y avait beaucoup de réclamations de ces parents. Pourquoi mon enfant ne joue pas dans tel tournoi? Pourquoi ceci? Et j'ai demandé aux parents de s'écarter complètement pour 6 mois. Après 6 mois, je suis obligé de retourner vers ces parents pour leur demander pardon. Parce que les enfants n'arrivaient pas à être libres à l'entraînement. Et ce qui a mené à ce que je ne puisse pas leur transmettre ces compétences dont ils ont besoin. Et depuis ce jour-là, j'ai remarqué que les parents jouent un rôle très important. Et tout ce que les enfants font sur le terrain, c'est juste pour faire plaisir à leurs parents. Et ils ont besoin de la confirmation de ces parents qui sont fiers, qui sont contents de ce qu'ils font. Et je crois que ça joue un clé très important pour faire évoluer. Parce que c'est comme un chien, quand tu as un chien à la maison pour l'éduquer, il faut lui donner toujours quelque chose pour lui dire, voilà, apprends à t'asseoir, apprends à faire ceci. Et le chien apprend rapidement sans savoir qu'il apprend. Donc les enfants, on a besoin de ces parents-là. Pour que ces parents soient toujours positifs, ils jouent seulement un rôle d'accompagnateur, ou bien comment on le dit, ils accompagnent seulement ces enfants. Ils n'ont pas le droit de critiquer ces enfants si ces enfants ne performent pas correctement. Si ces enfants, même quand les enfants sont très performants, on dit aux parents de garder leur calme, de ne pas trop les ascenser. Et aussi, lorsque ces enfants ont une phase où ils ont des problèmes, il faut que les parents soient tranquilles. Je vais vous donner un petit exemple. Le football, c'est l'émotion. Quand on a des tournois avec ses enfants et que l'enfant rate un but, la première des choses que l'enfant fait, l'enfant regarde la réaction du parent. Le papa, comme le football, c'est l'émotion et tout, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce genre de mouvement comme si il n'a pas une intention négative. Mais l'enfant, quand il voit cette action, il se dit directement, j'ai déçu papa ou bien déçu maman. Et ça va agir. Et ça va agir sur sa performance. Donc, ce sont des petites choses que nous appelons toujours, surtout je fais des discussions avec ses parents pour leur rappeler le rôle qu'ils jouent dans l'évolution de ces parents. On ne peut pas les interdire de ne pas être là, mais ils n'ont pas qu'à se comporter correctement. Ils n'ont pas à trop agir justement sur la formation. Et que dire des enfants sans parents? Ils peuvent jouer aux aussi si le parent est au centre ou doit être quand même important dans la formation d'un enfant qui veut jouer au football. Je crois que les enfants, on parle des orphelins, chaque enfant a une personne à qui elle fait confiance. Souvent, j'ai aussi des familles où les enfants, où ce que le papa dit ou bien ce que le papa fait n'est pas plus important que ce que l'oncle fait. Donc, et ce sont des cas qui sont rares. Et pour les enfants qui sont orphelins, ils ont peut-être dans l'entourage une personne qui est très importante pour eux. Et cette personne-là, c'est avec cette personne-là que nous travaillons lorsque nous avons des enfants
orphelins. Et les enfants qui savent que voilà, papa et maman n'est pas là, peut-être c'est l'oncle, et peut-être c'est les parents adoptifs qui sont là et qui jouent aussi un rôle très important. D'accord. Alors, la formation des enfants en Allemagne, voilà, racontée ici par Rachid Anani. Vous avez fait le Togo, vous êtes né au Togo, avant bien sûr de partir. Quelle comparaison faites-vous justement des enfants appreneurs au Togo et des enfants justement apprenants, voilà, c'est le mot le plus adapté, des enfants apprenants au Togo et des enfants apprenants en Allemagne, apprenant justement à jouer au football? Je crois que j'ai eu la chance d'avoir le temps de comparer ces deux pays. Et je crois que en Europe, il y a une chose qu'il faut savoir. Les enfants, quand ils sont nés, ils ne sont pas affrontés à des problèmes financiers. Ils n'ont pas ce genre de problèmes. Quand ils sont là, pour eux, la vie est parfaite. Donc ces enfants ces enfants sont capables d'apprendre rapidement. Et ces enfants ont eu 2 phases d'apprentissage. La première phase, c'est entre 6 et 11 ans. Et la deuxième phase, c'est quand ils sont dans la puberté. Et c'est les 2 phases-là qui sont très importantes pour transmettre des compétences. Ici, la base technique et ici, les compétences de vie. Mais en Afrique, quand les enfants sont nés, on est confronté à d'autres situations. Et malheureusement, nous avons en Afrique une phase d'apprentissage. Et c'est la phase entre quand on est avant la puberté, quand les enfants sont à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans. Donc c'est cette phase-là que nous doit avoir la chance, les enfants doivent avoir la chance d'avoir un entraîneur ou bien une équipe ou bien un formateur qui a une méthode de transmission adéquate pour leur évolution. Donc c'est l'analyse que moi j'ai pu faire à base de ces 2 cas-là, justement, voilà. Au Togo, sinon en Afrique, on a plus de difficultés. Exactement. Et puis alors que voilà, c'est beaucoup plus fluide. De l'autre côté, je rappelle toujours que vous êtes entraîneur, mais beaucoup plus formateur. Alors, étant togolais, étant africain, est-ce que vous avez des projets dans ce sens en tant que formateur, puisque vous êtes togolais, est-ce qu'il vous est venu dans la tête de porter un projet pour le Togo? Je crois que chaque Togolais ou bien chaque Africain, on ne peut pas être en Europe et ne pas penser à l'Afrique. Tout ce qu'on fait, on projette dans l'avenir pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre en Afrique, en Europe, comme connaissance pour ajouter à ce qu'on a pour pouvoir revenir et transmettre ces compétences que nous avons en Afrique. Et bien sûr que j'ai des projets. Il y a des projets dans le domaine social et aussi des projets pour l'évolution du football ici. Puisqu'on en parle, voilà. Justement, le football. Est-ce que vous avez des contacts quand même avec la Fédération togolaise de football? Il y a eu un premier contact avec la fédération et les discussions ont été très bonnes. Et à la fin, moi je me suis retiré un peu et pour des raisons parce que je n'étais pas prêt et je me suis dit voilà, il fallait se retirer et peut-être prendre une autre allure. Voilà, et vous avez, quand vous dites la fédération, c'est voilà, un district aussi, c'est un démembrement de la fédération. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec les premiers responsables de la fédération? Il y a eu des premiers contacts, oui. Il y a eu des premiers contacts qui s'est très très bien passé avec les premiers responsables, oui. Et je crois que ça m'a aussi permis de voir à quel niveau je suis et de voir, de reculer, observer et faire une analyse de cette discussion et de voir comment se relancer. Alors, on a eu dire que vous avez même eu un dossier pour la direction technique nationale. Vous confirmez?
Il y a eu un dossier voilà, pour la direction technique nationale. Voilà. Du moment où le poste n'était pas pris. Voilà. Voilà. Parce qu'il y avait un appel à candidature. Voilà. Parce que voilà, lorsqu'on parle là, justement de la direction technique nationale, c'est beaucoup plus la formation. Aujourd'hui, le football togolais apparemment a un gros handicap. Et il se dit que voilà, la dernière sortie du secrétaire général de la Fédération togolaise de football, il a dit que le problème du football togolais ou les échecs répétés des sélections nationales, en tout cas, proviennent aussi de l'inefficacité des attaques, des attaquants. Est-ce que vous pensez la même chose, Monsieur Anani Agoulou Rachid? C'est vrai, il faut dire que si on ne marque pas de but, on ne peut pas gagner un match. Et je crois que l'analyse que tout le monde peut faire, même si on n'est pas dans le domaine, on se dit, bon, on ne marque pas de but. Et quelles sont les personnes qui sont chargées de marquer le but sont les attaquants. Parce qu'il y a certains qui disent que l'objectif du jeu, c'est le but. Clair. C'est un jeu. À la fin, quand je joue un match, si je marque 100 buts et chacun 101, je n'avez pas gagné. Donc l'objectif, c'est de marquer plus de buts que l'adversaire. Et si je ne marque pas de buts, je ne peux pas gagner de match. Donc je crois que le problème, c'est clair. Maintenant, pour détecter le problème, c'est facile. C'est ça le problème, on ne peut pas marquer de buts. Maintenant, comment faire pour qu'on marque de buts, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Parce que quand on dit que les attaquants ne sont pas bons, vous êtes formateur. C'est quand même un sujet, sinon un programme d'une année académique. Quand on dit que les attaquants ne marquent pas. Oui, bien sûr. Je crois que chez nous, on dit trois choses. Ça veut dire que le tir au but. Le tir au but passe aussi dans le domaine technique. Et il y a beaucoup d'aspects qui jouent un rôle. Parce que le joueur, il n'a peut-être que une seconde pour prendre une décision. Même une seconde, c'est trop. Et quand il est à la surface de la réparation, et là, tu as plus d'adversaires autour de toi que de coéquipiers. Et donc, il y a beaucoup de facteurs, la coordination, le premier contact, comment préparer le ballon avec le pied gauche ou bien le pied droit pour que l'autre pied puisse maintenant mettre le but. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut maintenant travailler régulièrement avec ces enfants, avec ces jeunes, pour qu'après, quand ils arrivent en haut, pour que ces actions soient intuitifs. Et aussi, on dit souvent, quand tu n'es pas sûr dans la surface de réparation, si je ne suis pas sûr que j'ai une lucarne, ou comment on le dit, pour tirer, je garde le ballon. C'est-à-dire que je ne peux pas tirer et avoir l'espoir peut-être que le ballon peut rentrer. Si vous n'avez pas une faille. Hein? Non, il faut garder le ballon. Je tire quand je suis sûr que j'ai la possibilité. C'est pourquoi quand je suis souvent les matchs, pourquoi on voit souvent les ballons qui vont... En haut, les gens qui se précipitent de tirer et tout. Donc, quelque part aussi, c'est une manque de confiance en soi. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous êtes totalement à l'étranger, d'accord. Mais que pensez-vous justement du football togolais? Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le football togolais, il y a seulement, quand on voit depuis quand on a participé à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça remonte à 2017, voilà. La dernière participation. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire qu'au Togo, nous n'avons pas de bons joueurs ou bien nous n'avons pas de bons entraîneurs. Et je crois qu'au Togo, nous avons des entraîneurs très engagés qui travaillent même sans... qui sont engagés, ils n'ont rien à gagner, mais ils sont engagés. Nous avons des joueurs qui sont prêts à s'entraîner chaque fois, mais je pense qu'on n'arrive pas à avancer. Et le problème, c'est pour dire que le problème, ce n'est pas un entraîneur. Il faut avoir un projet de formation à long terme. Et maintenant, il faut définir ce projet, il faut voir où est-ce qu'il faut commencer. Est-ce qu'il faut commencer comme en Europe, dans le moins de 5 ans? Il faut commencer là-bas. Est-ce qu'il faut pratiquement que chaque club de première division, de deuxième division ait son propre centre de formation? Est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'il faut peut-être coopérer avec les centres de formation privés qui sont déjà installés? Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Mais la clé, c'est d'avoir un concept de formation à long terme. Un DNA. C'est-à-dire que quand on voit l'équipe nationale jouer, on doit savoir que voilà, même si on est habillé en rouge, c'est l'équipe nationale du Togo parce qu'ils ont une façon, des principes
L'ADN. Voilà. Donc, je crois que pour l'installer, ça ne se fait pas dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Et je crois qu'avec l'expérience que moi, petite expérience que j'ai faite, on a besoin minimum de 4 ans. Et dans ces 4 ans, on n'a pas besoin de dormir 2 ans, 3 ans. Et les 2 dernières années commencer, ou bien la dernière année commencer par travailler. C'est 4 ans plein. Voilà. Ou bien on commence les 2 premières années à travailler et après on laisse. Il faut permanemment. C'est comme Ronaldo qui a une perfection de ses tirs coup franc, mais il y a une règle qu'on appelle règle 10 000 règles. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose 10 000 fois, c'est là que tu peux te dire que tu es expert dans cette chose-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand je vais apprendre les enfants à tirer, je leur dis, ok, essaie de tirer de la même position 10 000 fois si tu finis. Là, tu reviens, là, je sais que tu es expert. Ou bien pas les passes de jeu. Je mets un enfant devant un mur, je dis, ben, tu tires seulement avec, tu fais les passes avec le pied droit ou bien le pied gauche. Quand tu fais 10 000 fois, si tu finis, tu reviens. Et après ça, je sais que tu es expert. Ça veut dire que dans ces 4 ans, quand on a un projet, il faut le faire régulièrement. Et après 4 ans, c'est là qu'on commence par voir maintenant le fruit de ce qu'on est en train de faire. Mais ça demande une patience et voilà un travail qui est régulier. Et est-ce à dire que pour, par exemple, recruter un directeur technique national, il faut peut-être signer 4 ans? Ou comment? Minimum, ouais. Parce que si vous signez 2 ans et qu'il commence et qu'après c'est quelqu'un d'autre qui vient, et si ce n'est pas les mêmes façons de voir, ce n'est pas la même philosophie. On recommence à zéro. On recommence à zéro. Donc vous confirmez qu'il faudrait au moins 4 ans. Minimum, yeah. Et si demain la fédération a besoin de vos services, c'est à prendre ou à laisser? C'est clair. Il faut 4 ans minimum. Et voilà. Et là, on a un concept de formation. Et là, il faut voir comment survivre dans ces 4 ans. Nous allons marquer une courte pause, et on reviendra pour la suite et la fin de cette émission. À l'écoute de la référence sportive Radio Sport FM, à l'heure de Carrefour des Sports, nous sommes avec monsieur Rachid Anani Agoulou. Il est entraîneur de football, il est formateur, il réside en Allemagne. On voudrait revenir avec lui sur justement son club là-bas en Allemagne. On voudrait revenir un peu, parlez-nous au mieux de votre club, rappelez-nous le nom et puis dites-nous en tout cas, voilà votre situation contractuelle avec votre club là-bas. Mon club c'est Fortuna Köln, Fortuna de Cologne. Oui. Et actuellement j'ai un contrat indéterminé avec le club.
Et voilà, pour rappeler, je suis chargé de la formation des formateurs et je suis parallèlement directeur sportif. D'accord. Alors, un Togolais, si jeune, voilà, homme principal de Fortuna, est-ce que ce n'est pas trop lourd pour vous? Maintenant, il faut définir lourd. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop pesant pour vous ou voilà, la compétence n'a pas d'âge, on peut le dire? Je crois que voilà, j'aime mon métier. Chaque jour quand je me réveille, je me précipite pour aller au boulot. Et j'aime mes collègues, et l'atmosphère très bien, très familière, l'atmosphère. Et je me sens très très à l'aise. J'ai mon département que je gère comme je veux. À la fin de l'année, je fais les comptes à mon chef. Et j'ai la confiance, je reçois la confiance même du président. Et voilà, je me sens très à l'aise là-bas. Et j'ai la chance, à base de cette confiance, de me faire connaître au public sportif à Cologne et peut-être en Allemagne. Et voilà, je représente fièrement la communauté togolaise là-bas. Voilà. Là-bas. Parce que selon nos informations, il se dit que vous êtes adulé là-bas. Est-ce que c'est trop dire? Vous allez faire votre expérience. Je vous invite à venir en Allemagne pour faire votre expérience. Ce que je peux dire, c'est que voilà, je m'entends très bien avec beaucoup de personnes. Je me sens très à l'aise dans la ville et dans le domaine du football, surtout des jeunes. J'ai après 10 ans et maintenant 12 ans d'expérience. Voilà, il n'y a pas de club que je ne connais pas, il n'y a pas de dirigeant de club que je ne connais pas. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tellement tenté de venir implémenter toute votre riche expérience de l'Allemagne ici au Togo? Je crois que ce sont des choses qu'il ne faut même pas forcer. Et, lorsque le moment viendra, ça va venir automatiquement. Actuellement, je me concentre sur mon boulot de l'autre côté. C'est un chantier que j'ai commencé. Maintenant, ça fait 3 ans. C'est ma 3e année dans mon club actuellement. Ma 3e saison. À Fortuna. Voilà, c'est ma 3e saison actuellement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 ans. C'est vrai que ça se passe très bien. L'allure à laquelle l'évolution de mon secteur est en train de prendre, je suis très fier. Mais je sais qu'il faut continuer. Je me sens à l'aise là-bas. Et lorsque le moment viendra, je crois que ce genre de choses vont aller automatiquement. D'accord. Alors, au Togo, vous dites que vous êtes voilà, animé justement voilà, de votre esprit patriotique. Vous dites que vous êtes dans le foot, vous êtes également dans le social. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'aspect social de Rachid Anani? L'aspect social, c'est quoi? J'ai une organisation de l'autre côté, une organisation à but non lucratif. Je suis membre du conseil administratif. Et l'objectif de notre organisation, on s'engage dans le domaine sportif. On veut et on est complètement engagé au Togo. Et l'objectif, c'est quoi? Nous voulons transmettre des compétences de vie à travers les sports de masse. C'est notre objectif. Et voilà pourquoi le sport, parce que il y a beaucoup d'investissements en Afrique pour aider les populations à sortir de la pauvreté et tout. Et je pense qu'il y a une fausse communication concernant vivre heureux et être comment dirais-je, être un homme qui est béni. Je pense que être béni, être quelqu'un qui vit heureux,
Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est chaque fois dans les avions et quelqu'un qui a construit une maison et des villas, ou bien quelqu'un qui chaque fois est dans des voitures luxueuses. Et je crois que pour moi, être heureux, c'est avoir une conscience et accepter la situation qu'on a sans savoir ce qui se passe de gauche à droite, se contenter de ce qu'on a. Et je crois que je veux utiliser le sport de masse où j'ai la chance de regrouper beaucoup d'enfants pour les transmettre ces genres de compétences pour qu'ils puissent savoir que il n'y a aucune personne dans cette vie, même si c'est ton propre frère, il n'y a aucune personne dans cette vie qui viendra de faire quelque chose. Si la personne le fait, Dieu merci, dans mon cas, mon grand frère m'a fait, j'ai eu la chance. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là, et je crois qu'il faut que chacun prenne la responsabilité dans la main. Et les gens doivent arrêter de nous influencer. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très, très, très grave. Il y a des gens qui sont dans les villages, mais ils savent ce qui se passe en Amérique, ils savent ce qui se passe en Afrique. Et chaque fois quand ils se lèvent, ils regardent seulement ce qui se passe, alors que autour de lui, dans son environnement, nous avons peut-être des compétences. Moi, je ne connais aucun Africain qui est en Europe qui ne veut pas revenir en Afrique. Je ne connais pas. Et ça veut dire que, bon, quelque part, on a des possibilités ici. Et je connais même les gens qui ont, les Européens qui font de l'argent, ils viennent ici faire de l'argent pour repartir. Donc, l'objectif de notre organisation, c'est de transmettre ces compétences de vie à travers les sports de masse. D'accord. Alors, si on revient au foot, justement, vous avez parlé de chaque équipe ou chaque pays doit avoir une ADN. Aujourd'hui, apparemment, le Togo n'en a pas. Non, on n'a pas de ADN. C'est-à-dire qu'on joue et on espère qu'on marque de but, on espère que ça marche. Et je crois que voilà, on a quelque part une mentalité que le foot c'est la magie. C'est ma façon. Il ne l'est pas alors? Non, jamais. Si le foot était la magie, mais qui sont les Allemands, qui sont les Européens, ils n'ont pas la chance. Mais pourquoi est-ce que chaque fois c'est eux qui sont devant? L'Allemagne n'est pas une équipe technique. Non, mais une équipe qui a une façon de jouer, qui est appropriée à l'Allemagne. L'Allemagne disciplinée, très tactiquement disciplinée, surtout dans la phase où l'adversaire est en possession du ballon. L'Allemagne est disciplinée, l'Allemagne ne fait pas d'erreur. Et en possession du ballon, ils ne sont pas très... Ils jouent effectivement. Ils jouent, ils essaient d'aller devant. Et on a la France qui joue en contre-attaque. Pour eux, voilà, récupérer le ballon, être discipliné dans la phase où l'adversaire a le ballon. Et la phase de récupération de ballon, ça va directement devant. Les Hollandais essaient de jouer un football où ils gardent le ballon, où ils essaient de passer du côté, parce qu'ils ont des joueurs qui sont bons un contre un offensivement. Et voilà, les Espagnols, on ne va pas discuter. Les Espagnols sont une équipe. Et ils mangent le ballon. Ils mangent le ballon. Quand ils gardent le ballon, ils laissent l'adversaire courir. Donc, ce sont des DNA. Quand on voit les Espagnols peuvent porter aussi les maillots des éperviers et on peut leur mettre une peinture en noir. Quand ils jouent, tout le monde va dire ça, c'est pas. Ça, c'est l'Espagne qui joue. L'Espagne qui joue. Voilà. Aujourd'hui, le Togo, je ne pense pas qu'on a une DN. Et quand on ne l'a pas, comment on peut la trouver, cette ADN-là? Pour l'ADN, j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un concept de formation. Par exemple, prenons maintenant les clubs de première division. Ces clubs de première division, où est-ce qu'ils trouvent ces joueurs pour jouer en première division? Dans les centres de formation. Ces centres de formation, chaque centre de formation a sa façon d'éduquer le football. Je ne dis pas que il n'y a pas une manière appropriée, mais je dis que chaque club, chaque centre de formation a sa façon d'éduquer. Maintenant, on a un entraîneur de l'équipe nationale qui vient, qui n'a pas le temps. Il doit donner il doit gagner les matchs. Il n'a pas le temps d'apprendre à ces joueurs comment est-ce ils doivent jouer, comment ils doivent faire des passes. Lui, il vient, il doit puiser en club de D1. Les D1 puisent maintenant dans les clubs, dans les centres de formation. Et tout ça, ça vient en haut. En D1, on n'a pas une qualité parce que chaque joueur a sa façon de jouer parce qu'ils ont appris dans des différents centres de formation. Et quand ils arrivent en équipe nationale, voilà, chacun a sa façon. Et voilà, donc pour moi, pour avoir un DN, il faut maintenant changer
C'est-à-dire que la direction technique, la FTF, doit maintenant avoir un concept de formation qu'on transmet maintenant à la base. La base, c'est quoi? Ce sont les centres de formation. Donc, il doit y avoir une coopération avec ces centres de formation où les formateurs ont à chaque fois régulièrement la formation sur la façon, parce qu'il faut définir. Il y a aussi le domaine technique et aussi le domaine tactique. Donc, le domaine technique, quels sont les thèmes techniques qu'on veut entraîner au Togo? Et quels sont les thèmes tactiques? Et dans le thème tactique, il faut répartir aux phases de jeu. On a 4 phases de jeu. Donc, on se concentre sur 4 phases de jeu. La phase de possession du ballon, la phase de perte du ballon, la phase de récupération du ballon, la phase où l'adversaire est en possession du ballon. Donc, dans ces 4 phases-là, il faut avoir des principes de jeu dans ces phases-là. Et ces principes de jeu, ce n'est pas quand ils seront en équipe nationale qu'on va les transmettre. Ces principes de jeu, on les transmet quand ils sont dans les centres de formation. Et qui transmet ces principes de jeu, c'est la fédération. À qui? Aux entraîneurs qui sont dans ces centres de formation. Et c'est à eux maintenant de commencer régulièrement à transmettre ces principes de jeu. Et on a parlé de 10 000 règles. Et jusqu'à 2-3 ans, on aura atteint ces 10 000 règles. Et là, c'est implémenté là-haut. Et là, l'entraîneur qui est en équipe nationale, il a un métier très facile. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et aussi dans le domaine technique, il faut voir quel aspect technique il faut entraîner. Et moi, je dis, il ne faut pas exagérer, il faut se concentrer sur 4, peut-être 5. Voilà, la première, dribble, passe de jeu, le contrôle du ballon, c'est la récupération du ballon, ou bien le first touch, le premier contact. Comment faire pour préparer le ballon, pour contrôler le ballon, pour que je puisse jouer rapidement avant que l'adversaire ne vienne. Et la dernière technique, c'est défendre. La défense, c'est une technique, même si tu n'as pas le ballon. Il y a comment apprendre aux enfants à défendre, à récupérer le ballon sans faire de fautes. Ici, quand les gens font des fautes, ils tirent, on applaudit. Mais bon, à la fin, qui est en possession du ballon? C'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Donc, ce sont des thèmes techniques qu'il faut voir. Et maintenant, aller dans les détails. Comment apprendre aux enfants à dribbler sans savoir qu'ils sont en train de dribbler? Comment apprendre aux enfants à passer sans savoir qu'ils sont en train de passer? Et comment apprendre aux enfants à contrôler les ballons? Premier contact avec le pied gauche, avec le pied droit. Si je prends le ballon avec le pied droit et je joue avec le pied droit, mais je perds le temps. Mais quand je suis droitier, je prépare mon premier contact avec le pied gauche et je joue avec le pied droit. Et je suis plus rapide. Même la différence, elle est petite, mais je suis plus rapide. Et c'est ça, c'est clair. Donc, et le premier contact se fait avec le pied qui est devant. C'est-à-dire que si je vais aller de là à là, quand je récupère le ballon de ce côté, le premier contact se fait avec quel pied est devant. Voilà, le pied droit, il est devant. C'est avec ça que je fais mon premier contact. Donc, c'est des petites choses qu'il faut maintenant enseigner à ces centres de formation qui maintenant forment ces enfants dans cette direction et les clubs de première division récupèrent et ça fonctionne. Donc, c'est cette façon qu'on peut transmettre les DNA et maintenant, quand ils vont arriver avec les principes de jeu, c'est clair. Autrement dit, le travail, c'est beaucoup plus au niveau des centres de formation. Je crois, oui. Les centres de formation jouent en Afrique un rôle très important. Et si c'est votre façon de voir les choses. Si on dit qu'on veut obliger chaque club de D1, de D2, on veut les obliger à avoir leur propre centre de formation, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On va avoir des listes qui n'existent même pas. On va avoir des équipes des U3 et qui sont U13, U12 qui existent seulement sur le papier mais qui n'existent pas. Mais où est-ce qu'ils vont avoir de l'argent pour soutenir ces enfants? C'est clair, ces clubs-là ont besoin de l'argent pour la première équipe. Donc, en Afrique, si on veut copier l'Europe, il ne faut pas copier tout. Il faut voir quelle situation on a en Afrique et qu'est-ce qu'on va implémenter. C'est important. Je rappelle que Rachid Anani Agoulou est bien sûr de passage au Togo puisqu'il vit en Allemagne et justement nous avons eu la chance de l'avoir dans le studio mais sans Niamey. Nous avons encore 2 petites minutes à passer ensemble avec notre invité. S'il y a encore des choses à dire dans cette émission, c'est le moment, Monsieur Rachid Anani.
Voilà, je vous remercie pour l'opportunité de me présenter au public sportif ici. Et voilà, je suis très content pour une première fois de parler de football, du football à la base des jeunes au pays. C'est la première fois que je parle de football au pays. Et voilà, je suis très content et merci pour l'invitation. Et voilà, à la prochaine. J'espère qu'on aura forcément d'autres occasions de vous avoir. À chaque fois, voilà, que vous serez là pour pouvoir développer, pourquoi pas, les thématiques que vous développez de l'autre côté. C'est important. Je suis à votre disposition sur le temps. Parce que voilà, l'éducation, c'est aussi à travers les ondes. On aura forcément le temps de retrouver Rachid Anani Agoulou, entraîneur de football et surtout formateur. Point final à cette émission mise en onde par Théo Javon. La vidéo était l'affaire de Eloma Devon. Je suis Latif Yorouma. Au prochain numéro.